Oui, RFM Matin, la voix de Barthélémy Ngom déjà. Bonjour. Bonjour Babacar. Il est 7h, le journal tout de suite. Les titres. La Tamkharitou ou Ashura célébrée ce vendredi par la communauté musulmane. C'est un jour béni qui rime avec couscous et tadjaboun au Sénégal, une tradition qui de plus en plus prend le dessus sur la dimension spirituelle de la fête. Tamkharit, 10e jour de Muharram, premier de l'an musulman. 20 nouveaux cas de cancer enregistrés au Sénégal par jour, un chiffre qui fait froid dans le dos, publié par le magazine Votre Santé. Louga, le préfet initie les mercredis du civisme à l'école. Objectif, former un nouveau type de Sénégalais. L'hivernage tire à sa fin, focus matin sur les pluies diluviennes de cette année. De fortes pluies qui inquiètent les paysans, mais le phénomène est tout sauf anormal de l'avis des spécialistes. Seconde partie de ce journal, les sports, Malal Junior Diagne, la chronique du vendredi, chronique de Mamoudi Ibra Kane. Et dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, ce soir, la Tamkharit. Attention à la santé. Attention à la santé, l'Ashura, célébré ce vendredi à Babacar par la communauté musulmane. C'est un jour béni qui rime avec couscous et tadjaboun au Sénégal, une tradition qui de plus en plus prend le dessus sur la dimension spirituelle de la fête. Tamkharit, 10e jour de Muharram et premier de l'an musulman. La nuit et le jour de Tamkharit regorgent donc de grâce et de bienfaits qu'il importe de connaître pour mieux en tirer profit. En termes de dévotion, il est recommandé de jeûner, de réciter le Coran, de prier, d'implorer le pardon, de se montrer solidaire avec les nécessités et de faire largesse à l'endroit des membres de la famille. Cette même famille qui partage le couscous de ce soir, un couscous souvent surchargé de toutes sortes de légumes et de condiments, une situation qui peut avoir des conséquences. Voici les conseils du docteur Marie-Louise Gaye, elle est diététicienne à l'hôpital général de Grand Yoff, un extrait du bulletin de santé de ce matin. C'est vraiment éviter de surcharger le couscous là de gras. On peut le faire. Tenir compte de la quantité de gras qu'il faut, ne pas surcharger, éviter la viande grasse, surtout que c'est le soir. En plus, on le consomme et peu de temps peut-être après on va aller se coucher. Donc ça expose quand même. Donc il faut tenir compte de tout ça. En plus, on ajoute aussi le lait. Donc tout ça, c'est dans le cadre de surcharge. Et puis vous savez, le couscous, le son que vous voyez là, parce que ça va avec le son. C'est vrai, même si on traite, il y a une partie du son qui va avec le couscous. Dans ce son-là, on trouve des substances qu'on appelle des phytates. Voilà, ces phytates-là, leur présence dans le couscous, ça joue un côté positif, donc il y a des bienfaits, mais parallèlement, quand on ajoute du lait, donc il y a du calcium dans le lait. La viande que l'on consomme, il y a du fer. Ces phytates, malheureusement, ont tendance à éliminer ces autres éléments minéraux-là. Donc, le calcium que vous ajoutez, en général, les phytates éliminent inhibent leur consommation, de même que le fer. Donc, vous voyez, donc là, vous avez des nutriments que vous mettez dans le plat et que vous risquez de ne pas en profiter. Donc, ça ne sert à rien de faire ces mélanges. Il y a des aliments qui ne peuvent pas aller ensemble. Parce que les phytates, comme je viens de le dire, vont empêcher l'absorption du calcium que vous allez ajouter. Et quand vous prenez ces laits-là, je crois surtout c'est pour le calcium. Et maintenant, vous n'en bénéficiez pas. La viande, il y a du fer et tout. Donc, il faut faire très attention dans ces mélanges de nutriments, de tout ça, d'aliments-là. Docteur Marie-Louise Gaye, diététicienne à l'hôpital général de Grand Yoff, qui répondait aux questions de Awambaï. Bonne fête à tous les musulmans, 7h03. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Tous pour une pacification de l'espace social. Centrale syndicale et Haut Conseil du dialogue social estiment qu'il faut organiser au plus vite d'ailleurs des élections de représentativité, surtout dans le secteur de l'éducation. C'était lors d'une rencontre tenue hier, rencontre préparatoire au 3e congrès de la Confédération syndicale internationale prévue au mois de novembre prochain. Jo Maron. Le Haut Conseil du dialogue social qui ouvre ses portes à la CNTS, FC, une SAS UDTS, des centrales syndicales venues échanger sur ce qui est convenu d'appeler le rendez-vous africain. Dès l'instant que c'est une rencontre de syndicats africains, donc venant des 54 pays. 3e congrès pour parler du syndicalisme africain fort. Au Sénégal, les syndicats sont invités à connaître leur représentativité, c'est pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Innocence Tabniaï, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Oui, je pense que là maintenant ce sont des instructions du président de la République. Je pense que le ministre en charge du secteur ainsi que nous-mêmes, nous allons réfléchir sur les modalités d'organisation. Mais là, il ressort de la communication de monsieur le président de la République que ces élections sont devenues d'une
extrême nécessité. Si c'est pour normaliser l'environnement social, ces élections de représentativité sont devenues une urgence. Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse, président pour l'Afrique de la Confédération syndicale internationale. Il est anormal que dans des pays où vous avez moins de 400 000 travailleurs dans le secteur structuré, y compris les forces de l'ordre, la gendarmerie, tout le monde, que vous puissiez avoir une pléthore de syndicats. C'est les règles du jeu qu'il faut appliquer et qu'il faut accepter. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans d'autres secteurs où vous avez 50, 100, 200 syndicats, je pense qu'il faut réglementer tout cela. Centrale syndicale et Haut Conseil du dialogue social, main dans la main, estiment qu'il faut discuter sérieusement du devenir du travailleur. Et le 3e congrès du 25 novembre prochain sera une belle occasion pour poser le débat, un débat auquel l'artiste Youssou N'Dour est invité. Jo Maron, Ambly-Bref-Signa, dans le département de Mbour, les écoles de la commune sont mal lotis, plusieurs sont sans équipement, sans table-banc, sans classe physique et sans mur de clôture. Les abris provisoires restent donc la solution pour certains établissements, bien sûr. Autant de manquements que des directeurs d'école ont déploré devant le maire de la commune. C'était lors d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires à Louga. Le préfet initie les mercredis du civisme à l'école. Lancement mercredi prochain. L'objectif est d'améliorer et de renforcer le comportement civique des élèves en leur inculquant des comportements républicains. Ces chiffres hallucinants publiés par le nouveau magazine Votre Santé, 20 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque jour au Sénégal. Le trimestriel lancé ce jeudi entend donc barrer la route aux tradipraticiens pour échanger ou pour changer la donne. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Santé. C'était hier, Abdourahmane Diallo. Les cancers sont devenus un problème de santé publique selon le magazine Votre Santé. Professeur Amadou Gallo Diop est l'initiateur du journal. 20 cas par jour, c'est le résumé des 7000 cas de cancer qu'il y a par an ici au Sénégal, et ça peut arriver à n'importe qui. Donc il faut que les gens sachent qu'ils peuvent faire partie des 20 nouveaux cas par jour. Le médecin recommande aux populations de revoir leur hygiène de vie. Tout est basé à 80% sur des problèmes d'hygiène de vie. C'est le comportement, le sport, l'alimentation et d'autres règles. Le reste, entre 10 et 20%, ça vient d'un patrimoine génétique. Et malgré ce patrimoine génétique-là, quand on se fait surveiller régulièrement, on peut détecter très tôt certaines maladies et on peut arriver à arrêter leurs évolutions ou en tout cas à les rendre moins graves. D'ailleurs, les acteurs de la santé veulent être plus proches des populations à travers ce magazine. Selon eux, beaucoup de tradipraticiens abusent des médias pour donner des fausses informations sur des maladies. Si on ne répond pas aux questions de manière professionnelle, organisée, sur la base de connaissances scientifiques et médicales, nous allons laisser un vide que des charlatans vont occuper. Ce journal trimestriel va consacrer son prochain numéro aux AVC. Abdourahmane Diallo, Tambacounda, les producteurs de bananes de Missira ne savent plus où donner de la tête. 80 hectares de bananeraies sont inondés, d'où leur cri du cœur pour demander soutien et assistance de la part des pouvoirs publics. Il est 7h08. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus de ce matin porte sur les pluies diluviennes, un phénomène certes très inquiétant pour les paysans, mais qui est tout sauf anormal. Des pluies diluviennes sont dues, ou ces pluies diluviennes sont dues à ce que les spécialistes appellent le phénomène El Niño. Explication Mantouré. El Niño, un phénomène évoqué de plus en plus souvent. Il souligne les chamboulements climatiques à l'échelle planétaire et les conséquences sont entre autres la perturbation du fonctionnement climatique de la zone équateur, toute la biodiversité est en danger et des pluies diluviennes qui provoquent des inondations périodiques. Si certains avancent cette thèse au Sénégal, des pluies au mois d'octobre restent dans le cadre normal. Pape Ngor Ndiaye de la météorologie. C'est pas une situation exceptionnelle, mais on peut surtout retenir une année humide. Est-ce que c'est dû à un changement climatique? Non, il faudrait éviter ce terme quand même, parce que changement climatique, ça ne rime pas forcément avec forte pluie. Donc changement climatique, ça peut, donc c'est un processus de plusieurs années, donc qui peut impacter sur un hivernage en termes de forte pluie, ou bien même en termes de sécheresse. Donc on peut avoir une année déficitaire
alors qu'on est dans le contexte d'un changement climatique. El Niño est un phénomène océanique qui réchauffe les réservoirs d'eau du Pacifique jusqu'à l'équateur. Il provoque une hausse des températures et une vague de sécheresse. Pour le moment, l'Afrique n'est pas plus exposée que les autres continents. Mantouré, cette année encore, les pluies diluviennes ont arrosé la région de Kolda et curieusement, cela fait le bonheur des paysans. Abdoulaye Diallo, ces mêmes paysans estiment que les derniers semis ont besoin de ce genre de pluie pour arriver à terme. L'hivernage de cette année à Kolda est caractérisé par un excédent pluviométrique et le prolongement de la durée de la saison des pluies, ce qui fait que 9 des 13 postes pluviométriques de la région de Kolda ont dépassé le cap des 1000 mm de pluie, comme celui de Sarebidji qui affiche une quantité de 1400 mm. Selon les techniciens du développement rural, la mise en place tardive des semences avait occasionné du retard dans le démarrage des activités culturelles en début d'hivernage. Par conséquent, pour que les derniers semis puissent mûrir, il est nécessaire que la pluie tombe jusqu'aux alentours du 25 octobre, mais que la quantité de cette pluie ne dépasse pas les 30 mm. Ces dernières pluies sont aussi favorables au développement du riz de bas-fond. Quelques dégâts sont signalés par les riziculteurs de la commune de Bagadadi qui ont vu les eaux de pluie envahir le rizière, rendant ainsi ces superficies incultivables. Si le prolongement de l'hivernage est favorable aux derniers semis, il ne l'est pas pour les premiers semis qui sont en phase de maturité. Cette pluie peut engendrer des moisissures pour des arachides, du maïs ou du mil qui seraient récoltés et stockés dans les champs à l'air libre. Présentement, c'est une des difficultés de certains paysans de Kolda. À part les dommages subis par les riziculteurs de Bagadadi, jusque-là, aucun dégât n'est signalé, dégâts dus au prolongement de l'hivernage à Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, retard de l'installation de l'hivernage et les pluies diluviennes qui s'en sont suivies sont dues au phénomène El Niño. Cela est dû au réchauffement de la surface des eaux de l'Atlantique qui affecte le Sénégal. Mamadou Wassila Thiaw, le directeur des activités du Centre des prévisions internationales de la NOVA, c'est à Washington. NOVA, c'est un centre global qui s'occupe de l'atmosphère et de la température. Il répond aux questions d'Alassane Sambadjou. Les pluies ont été diluviennes de nouveau au Sénégal cette année. Mais cela est surtout dû à un réchauffement des températures de surface océanique au niveau de l'Atlantique, de l'océan Atlantique, au nord de l'équateur. Alors, le phénomène El Niño, effectivement, est présent, a été présent depuis le mois d'avril, le mois de mai, et s'amplifie depuis, et certainement a dû jouer un rôle dans l'installation tardive de l'hivernage cette année. Pendant cette période-là, au mois de mai-juin, les températures océaniques au niveau atlantique étaient relativement basses par rapport à la moyenne. Et donc, cela combiné avec le réchauffement au niveau du Pacifique, donc le phénomène El Niño, ça contre à l'installation tardive de l'hivernage. Par contre, il y a eu un changement au niveau de l'Atlantique au mois de juillet et depuis les températures océaniques dans cette région-là ont commencé à augmenter et cela donc a entraîné un flux d'humidité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout au niveau de la partie ouest du Sahel. Et donc c'est cela qui a engendré les précipitations excessives qu'on reçoit depuis lors sur cette partie-là de l'Afrique. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Barthélémy. Le Chan pour commencer. Ils sont là, les joueurs guinéens. Ils sont arrivés à Dakar hier dans la soirée. C'est pour défier le Sénégal demain. On le rappelle, lors de la manche à l'aise, ces Guinéens avaient battu le Sénégal à Bamako sur le score de 2-0. Les protégés de Kanfori, la paix Bangoura, c'est l'entraîneur du Sili national de Guinée. Donc, s'entraîne aujourd'hui à 17h sur le gazon synthétique du stade Léopold Sédar Senghor, Sénégal-Guinée. C'est donc demain samedi pour le dernier tour des éliminatoires de CHAN au Rwanda 2016. Une rencontre à suivre, Inch'Allah, en direct sur la radio Futur Média. À noter également le tirage au sort pour la Coupe du Parlement. C'est donc pour lancer officiellement la saison de foot professionnel 2015-2016 prévue lundi prochain à 11h et ce sera dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Le football, c'est également la troisième journée de l'Europa League avec entre autres hier l'équipe de Moussa Konaté qui a battu
Celle de Ludovic Sané et de Henri Cévé sur le score d'1-0. Sion a pris donc le meilleur sur Bordeaux. Même score alors également la première sortie de Jürgen Klopp à Liverpool et à Anfield. Et les Reds ont partagé les points avec le Rubin Kazan, 1 but partout. Marseille va de plus en plus mal. Les Marseillais ont été battus par le Sporting Braga sur le score de 3-2. C'est le 7e match sans victoire des Marseillais. Une situation qui commence à inquiéter les responsables du club. À noter également que l'équipe de Naples de Kalidou Koulibaly a été battue par l'équipe de Midtjylland. C'est donc en Europa League où l'on retrouve les équipes qui ont fini souvent 3e ou 4e de leur championnat. La victoire enfin de Saint-Etienne également en Europa League sur l'équipe de Dipro sur le score d'1-0, alors que Monaco a réussi à s'imposer face à l'équipe de Gradabag sur le score d'1-0. Le Borussia Dortmund, avec un triplé d'Aubameyang, a battu 3-1 l'équipe de Gabala FC. Nous parlons de basketball, Barthélémy, avec la finale de la Coupe du Sénégal chez les garçons demain samedi. Et l'UGB joue contre l'Union sportive de Ouakam. L'UGB, c'est l'équipe qui avait gagné le trophée l'année dernière face à une équipe de Ouakam qui n'a jamais gagné cette Coupe du Sénégal. Et pourtant, son entraîneur, Libas Faye, se dit confiant. Son équipe a été bien préparée et il compte tout mettre en œuvre pour remporter pour la première fois cette Coupe du Sénégal demain à Marius Ndiaye. Libas Faye a confié ses envies de victoire à Sodakam. Depuis que nous sommes qualifiés, on n'a pas cessé de s'entraîner pour garder le rythme des jeux au niveau de l'équipe. On a fait pas mal de matchs amicaux pour essayer de garder vraiment ce rythme dont je parle, pour ne pas vraiment avoir de surprises pour la finale. Donc c'est vrai que c'est un handicap, le fait de rester presque 3 ou plus de 3 mois sans jouer. Mais en fait, on a tout fait pour vraiment garder notre fraîcheur physique et le rythme du jeu. Maintenant, ce sera un peu différent si par exemple l'équipe était en pleine compétition ou bien en fait il n'y avait pas de rupture. Mais je ne pense pas que ceci constituera un handicap majeur qui va nous empêcher vraiment d'aborder cette finale dans les meilleures dispositions. Inch'Allah. Nous allons finir, Inch'Allah, Barthélémy, avec le handball pour parler du Challenge Trophy mondial. Avec la deuxième défaite consécutive du Sénégal, les Lions ont été battus hier par la Bulgarie 35-23. Elles vont jouer leur 3e et dernier match de la phase de poule. Ce samedi, ce sera face à la Nouvelle-Zélande. C'est chez les filles, Barthélémy, et cette fois-ci, c'est bien fini. Merci beaucoup, Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Chronique hebdomadaire du vendredi sur l'autosuffisance en Afrique. Dakar abrite depuis mercredi une conférence de haut niveau sous l'égide de la BAD, laquelle conférence prend fin d'ailleurs ce vendredi. La Banque africaine de développement préconise une révolution agricole qui appelle une politique agricole commune, mais il y a des préalables pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique. Une réflexion de Mamadou Ibrakan. Place à la terre après le vaudeville parlementaire à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Dakar, rampe de lancement de la révolution agricole en Afrique. Telle est la volonté affichée par la Banque africaine de développement sous la conduite de son nouveau président, le Nigérian Akinwumi Adesina. Que l'Afrique soit décidée, enfin, à nourrir l'Afrique au lieu de passer son temps à importer ce dont elle se nourrit, on n'attendait que ça. Parcourir la planète à faire la manche pour avoir de quoi se mettre sous la dent, c'est encore pire pour une Afrique qui a pourtant suffisamment de quoi manger. Chiche que nous mangeons ce que nous cultivons. Le mot est lâché. Autosuffisance alimentaire dans un continent qui, par paresse, n'a fait que dormir sur ses matières premières, en oubliant que le destin de toute source, quelle que soit l'immensité de sa richesse, sauf Dieu, est de tarir un jour. Et quand la détérioration des termes de l'échange s'y invite, bonjour la double perte, bonjour les dégâts. Une détérioration des termes de l'échange, alors dénoncée par la voix poétique d'un certain Senghor, est malheureusement toujours d'actualité, qui consiste pour nos pays à vendre moins cher leurs matières premières aux pays industrialisés pour les racheter plus cher sous forme de produits finis. L'heure n'est donc pas seulement d'être autosuffisant du point de vue alimentaire, mais aussi et surtout de créer de la valeur ajoutée, autrement appelée chaîne de valeur
afin de mettre fin définitivement au circuit qu'empruntent à notre désavantage nos propres produits. Se nourrir de nos produits, c'est bien. Être capable au besoin de les transformer par nous-mêmes, c'est encore mieux. Le défi de l'autosuffisance alimentaire et son corollaire, la lutte contre la pauvreté par le biais de l'agriculture, est redoutable, mais il est à notre portée. Des atouts comme nulle part ailleurs, la terre, l'eau et la jeunesse d'un continent dont plus de 50% de la population, à l'image d'une Asie grande pourvoyeuse du riz que nous importons, s'activent dans l'agriculture contre un peu plus de 4% des emplois directs dans les pays développés. Chez nous, l'agriculture emploie plus et nourrit moins qu'ailleurs en Europe ou en Amérique. D'où le défi que ne peut relever qu'une Afrique plus volontariste et débarrassée de son pessimisme handicapant. Cela passe par une nouvelle génération de leaders transformationnels, des leaders politiques aux 12 comportements vertueux, tels Hercule et ses 12 travaux. N'est-ce pas, selon des économistes sérieux, que l'argent détourné par nos gouvernements est supérieur à l'aide au développement? Initiateur de la conférence de Dakar, le président de la BAD donne un autre chiffre tout aussi révélateur du mal continental. Avec 30 milliards de dollars, l'Afrique peut financer son développement là où, paradoxalement, le continent dépense annuellement 35 milliards de dollars dans l'importation de produits alimentaires. Cela fait réfléchir. Des dirigeants africains moins vaniteux, en cessant de se croire éternels et plus portés sur le respect du temps limitant de la Constitution que sur des simulacres de référendum pour obtenir dans le sang un 3e mandat. Une nouvelle trouvaille africaine pour se maintenir au pouvoir. Osons composer avec nos grandes idées et nous tacher les mains non pas du sang du peuple, mais de la terre nourricière. La révolution verte, préconisée par la BAD, est à ce prix.